L'omniprésence d'un ou plusieurs cataclysmes, ponctuels ou cycliques, dans les textes anciens soulève nombre de questions. Nous pensons que tous ces textes relèvent du mythe, de la légende, l'imaginaire, bref, rien de plus qu'une jolie histoire pour enfoncer le clou dans le cercueil de nos ancêtres supposément primitifs. Pourtant, l'étrange présence quasi systématique de ce ou ces cataclysmes dans les références écrites des anciens ne saurait être une coïncidence s'il n'y avait pas une part de vérité historique derrière tout ça. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les observations terrain retrouvées à différents endroits de la planète qui pourraient nous indiquer la direction de l'origine de ces récits cataclysmiques qui remonteraient à une époque plus ancienne que les Égyptiens, les Sumères et tous les autres peuples sédentarisés habituellement considérés. Ce faisant, nous ne cherchons qu'à se rapprocher de ce dont Platon parlait déjà dans le Timée, où il dit ceci. Vous les Grecs, vous êtes jeunes par les âmes, car vous ne possédez aucune antique tradition, aucune connaissance blanchie par le temps. En voici la raison. 1000 destructions d'hommes ont eu lieu de 1000 manières, et auront lieu, les plus grandes par le feu et l'eau, les moindres par une infinité d'autres causes. Chez vous et les autres peuples, à peine l'usage des lettres ou de toutes les choses nécessaires aux États est-il institué, voici que, à de certains intervalles, pareils à un fléau, des pluies torrentielles viennent fondre sur vous, qui ne laissent survivre que les hommes illettrés et étrangers aux muses. En sorte que vous recommencez et redevenez jeunes, sans rien savoir des événements de ce pays-ci, ou du vôtre qui remonte aux temps anciens. Car, outre que vous ne faites mention que d'un seul déluge, bien qu'il ait été précédé de plusieurs, vous ignorez que la meilleure et la plus parfaite race d'hommes a existé dans votre pays, et que c'est de là, d'un seul germe échappé à la destruction, que votre ville tire son origine. Fin de citation. Aujourd'hui, nous attribuons la fin de la dernière période glaciaire à moins 10 000 ans environ, moins 9700 pour être plus précis. Ce changement climatique a créé de nombreux courants de pensée, dont ceux qui s'aident de ce changement pour trouver des liens avec les sites antiques inexpliqués. Si changement il y a eu, il a bien été causé par quelque chose. Bien que les effets de l'ère glaciaire et la période qui l'a suivie étaient fortement inégaux à l'échelle mondiale, c'est l'hypothèse d'un cataclysme planétaire qui, pour certains, pourrait expliquer la fonte des glaces et la disparition d'une civilisation qui nous a laissé des vestiges monumentaux. L'origine réelle de ce cataclysme reste aujourd'hui encore très compliquée à déterminer. Comètes, déplacement de l'écorce terrestre, réchauffement climatique accéléré, éruption volcanique, séisme, tsunami, modification du pôle magnétique, tous constituent une hypothèse tangible. Sans tenter d'analyser la faisabilité de tel ou tel type de cataclysme, aujourd'hui nous allons tenter de voir sur le terrain si certaines observations pourraient donner raison aux textes anciens qui parlent de cela comme d'un dramatique événement ayant bel et bien existé. Si nous commençons par la vallée sacrée du Pérou et Cusco plus précisément, nous y voyons une succession évidente de plusieurs civilisations, tout du moins plusieurs types différents d'occupants, aux compétences ayant régressé avec le temps. Les plus anciens murs montrent des qualités de construction absolument phénoménales, tandis que les compléments, systématiquement posés au-dessus ou autour, montrent une maîtrise primaire de la maçonnerie. Ces faibles compétences de maçonnerie sont décrites dans les récits des colons espagnols arrivés en 1532. Ces derniers présenteront le ciment aux Incas, qui jusqu'alors n'utilisaient qu'un mortier à base d'argile sur toute leur reconstruction. Pourtant, il n'y a pas un iota de mortier dans les murs de Cusco, Sacsayhuaman, Ollantaytambo et j'en passe, murs qui sont décrits par les Incas eux-mêmes comme ayant toujours été là avant même la naissance de leur culture. Nous avons donc la preuve de la succession de plusieurs peuples. Cette succession de peuples pourrait-elle être assimilée à une succession de civilisations ? Peut-être, si nous regardons à quelques endroits clés. Le premier est le lac Titicaca. Nous savons qu'il a été un jour un océan, ou une mer, bref, une vaste étendue d'eau, bien plus vaste que les 8500 km² actuels. Pour qu'aujourd'hui il soit relégué au stade de lac, à 3800 mètres d'altitude, soulève la question du bouleversement de quelque nature qu'il eût été, ayant causé la disparition de l'océan, soudaine ou progressive. Un autre élément non loin de là nous donne quelques éléments de réflexion. Il s'agit de Pumapunku. Après avoir traversé la frontière pour l'actuelle Bolivie, nous arrivons sur le site de Tiwanaku et plus précisément Pumapunku. Ici, deux choses choquent.
La première, c'est l'état cataclysmique de la zone, composé de blocs en tout genre complètement éclatés sur près d'1 km². Compte tenu du poids de certains, allant jusqu'à 140 tonnes, cela soulève la question des forces nécessaires pour mettre tout cela en branle. Et il y a bien une force qui surpasse tout ce que la nature peut nous offrir, c'est l'eau. Et si le changement connu par le lac Titicaca fut brusque au point qu'une vague gigantesque soit venue recouvrir les environs, y compris Pumapunku? C'est probable, d'autant plus que lors de sa découverte fin du XIXe siècle, l'ensemble se trouvait sous terre, une terre dont l'aspect et la composition laissent penser qu'une vague boueuse serait venue tout ensevelir. Quand je parle de l'état cataclysmique de Pumapunku, je ne peux m'empêcher de penser à l'île éléphantine d'Assouan qui présente aussi des caractéristiques assez uniques. Jugez plutôt. Tout le temple de Khnum, Khnum cet homme à tête de bélier, dieu des cataractes contrôlant la crue du Nil, a été retrouvé en totale ruine. Aujourd'hui, seule la porte de la grande salle du temple a été recomposée. Tout le reste doit encore être découvert et ou reconstitué. Et donc c'est ici que l'on retrouve de nombreuses pièces qui se trouvent sur l'île et qui partagent avec Pumapunku un aspect cataclysmique. Ici aussi, lorsque l'on voit la taille des blocs en présence, comme ce naos, tel qu'on en voit aussi dans le temple d'Edfu, on se demande bien quelle force a pu frapper la zone pour renverser le tout. Je ne m'attarde pas trop sur l'île éléphantine, car je vous en ferai une vidéo dans les semaines à venir filmée directement sur place. Vous vous rendrez alors mieux compte de ce dont je parle. Bref, revenons à l'Amérique andine, je voulais simplement préciser qu'il n'y a pas que les quelques sites que j'ai mentionnés avant qui présentent les successions de peuples, mais il y en a des tonnes, comme l'Intipunku par exemple, ou Rakshi, et bien d'autres encore. Je n'ai actuellement pas encore de vidéo à vous montrer de tout ça, mais d'ici la fin d'année, ce sera chose faite, lorsque je filmerai tout ce joyeux bazar lors de l'expédition que nous allons mener sur place en octobre prochain. D'ailleurs, j'en profite pour saluer chaleureusement Tony Maxime, qui c'est qu'il y a d'autres, Thibaut Collarali et Raphaël, qui se sont tout juste inscrits pour me rejoindre dans cette magnifique aventure. Parmi ces sites présentant des caractéristiques plus qu'étonnantes, il y a le très réputé site de Sacsayhuaman, dont l'origine de la construction était inconnue aux Incas eux-mêmes, qui étaient incapables d'en déterminer la moindre origine, en vue de calmer l'ardente curiosité des Espagnols totalement bouche bée devant ce qu'on appelle les murs cyclopéens. Ici, le pourquoi ne nous intéressera pas autant que le qui, le quand et surtout le comment des bâtisseurs qui ont disparu de cette zone de manière totalement drastique au point que leurs successeurs n'aient pas la moindre idée de la provenance de ces édifices. De là ont découlé nombre de légendes, dont celle des blocs déplacés en l'air par magie ou par des champs puissants. Petit fait truculent, la même explication est donnée pour Nan Madol en Micronésie avec ses 250 millions de blocs. Si ça vous dit d'en savoir plus sur le site de Nan Madol, je vous remettrai le lien dans la description. Si l'Amérique du Sud constitue un joli petit puzzle, il y en a un qui passionne encore plus, et c'est bien évidemment l'Égypte. En Égypte aussi, nous avons des éléments qui nous font remonter plus loin que les considérations habituelles. Je salue d'ailleurs Blanca, professeure d'histoire avec qui j'ai eu le plaisir de papoter, et qui, bien qu'amoureuse de sa profession, n'a pas caché l'incompatibilité chronique des éléments qu'elle doit enseigner. L'Égypte, ce sont des pyramides, mais aussi un sphinx. Un sphinx dont le corps et l'enclave présentent de l'érosion verticale décrite par de nombreux chercheurs légitimes comme n'étant possible que par de fortes chutes d'eau. Élément doublement intéressant. Premièrement, il renvoie au possible déluge, qui alors ne serait pas une vague ou un cataclysme brutal, mais plutôt une période fortement pluvieuse au point que son intensité ait été immortalisée par l'image du déluge. Deuxièmement, cette érosion aquatique nous intéresse car elle renvoie forcément à une période plus éloignée lors de laquelle le climat en Égypte permettait des précipitations qui aujourd'hui ne dépassent pas les 3 cm par an, dont 7 mois d'avril à octobre où il ne pleut en moyenne qu'1 à 2 mm. Cette période pluvieuse, plus tempérée, remonte au moins à 7000 ans, mais cela peut être 10, 15, 30, 50 000 ans, que sais-je. Quoi qu'il en soit, cet âge plus reculé du Sphinx nous amène à un temps où l'Égypte était prédynastique. Serait-ce l'Égypte prédynastique qui a construit le Sphinx ?
plus beaucoup de doutes là-dessus, mais quand précisément? La question reste ouverte. Est-ce que le peuple qui a construit le Sphinx d'origine, entre parenthèses qui a ensuite été retaillé pour en faire une tête de pharaon qui, elle, ne présente aucune érosion, donc est-ce que le peuple qui a construit le Sphinx d'origine serait le même qui a construit Göbekli Tepe que l'on date officiellement à plus de 10 000 ans? Si oui, comment ont disparu ces peuples en plein essor? Si cataclysme il y a eu, outre la mise à zéro civilisationnelle, quelles peuvent en être les autres preuves entre guillemets? Il faut bien que l'on ait des éléments concordants qui dénotent un peu pour, approfondir le sujet. Car il faut bien avouer que l'on aurait dû retrouver des traces autres que des habitations ou des réalisations qui malgré tout partagent cet aspect mystérieux. Niveau outils, nous avons retrouvé de maigres indices des époques connues. Quand je dis maigre, c'est tout simplement qu'il y a un véritable fossé, comme disait Brigitte, entre la quantité d'artefacts, la quantité de constructions présentes et la quantité d'outils d'époque retrouvés. Quel que soit le point de vue, conventionnel ou alternatif, il y a dans les deux cas un gros manque. Que ces constructions soient le résultat de technologies de pointe, inconnues, disparues, ou de techniques manuelles basées sur la bonne volonté, l'ingéniosité et l'huile de coude, dans les deux cas, nous devrions retrouver un très grand nombre d'outils, de systèmes mécaniques et autres pièces ayant servi à la construction de tout cela. Je ne parle même pas des temples et autres statues, mais pour bien se rendre compte, les pyramides de Gizeh, Khéops, Képhren, Mykérinos, ainsi que celle de Dachour, la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, toutes les deux attribuées à Snéfrou, ce sont 8 millions de mètres cubes de pierre. Pourtant on ne retrouve que quelques outils. Où sont les autres? Ils devraient bien avoir été retrouvés quelque part, vous ne pensez pas? Ou alors est-ce que cela veut dire que, comme on peut le penser, tous ces outils entre guillemets artificiels ont eu le temps de disparaître, rouiller, se réduire en poussière pendant des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'années, depuis la disparition de la potentielle civilisation décimée par un ou plusieurs cataclysmes? On pourra arguer que lorsque l'on se balade à Dubaï, Manhattan ou Bangkok, on ne trouve aucun outil non plus, alors que les constructions sont bel et bien là. Certes, mais les outils sont tout de même trouvables ailleurs. Alors, où est ou où était cet ailleurs dans notre lointain passé? C'est ça la question qu'on peut se poser. Surtout si l'on part du principe que le travail était manuel, nous devrions retrouver des centaines de milliers d'outils. Khéops, on nous dit 100 000 hommes. Ok, pourquoi pas, mais donc 100 000 hommes, ça veut dire 100 000 outils au minimum. Où sont-ils? Oui, effectivement, il y en a une poignée au musée du Caire, mais sinon, nada. Bref, c'est un vrai petit casse-tête. Si l'on parle d'un cataclysme ayant frappé brutalement la Terre, alors nous devrions retrouver des traces de cette cassure entre guillemets venant interrompre la vie. Tâche relativement difficile, mais pas impossible. En effet, nous avons des éléments qui viennent corroborer cette approche. Ces éléments, on en retrouve en Égypte et sur l'île de Pâques. Commençons par l'île de Pâques où nous trouvons plusieurs moaïs, ces statues géantes avec lesquelles vous êtes, j'en suis sûr, déjà très familier. Plusieurs moaïs, disais-je donc, qui sont taillés dans leur carrière mais qui n'ont pas été extraits. Une statue abandonnée soit, vous me direz, ça va pas chercher bien loin, mais plusieurs statues abandonnées, aussi immenses qui plus est, ça change un petit peu la donne. Je dis un peu car ce n'est pas non plus extrêmement concluant ou valable. Par contre, lorsque l'on trouve une autre occurrence à peu près similaire ou très proche, là on peut se poser la question. Cette autre occurrence, c'est l'obélisque inachevé d'Assouan. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet, je vous mettrai dans la description aussi le lien de la vidéo que j'avais consacrée à ce monolithe de près de 1200 tonnes. Concernant cet obélisque, d'après la version officielle, la raison de son abandon est la découverte d'une fissure dans la roche. Pourquoi pas, mais sur le terrain, cette fissure n'est absolument pas parlante. De plus, compte tenu de son emplacement très bas vers la base de l'obélisque, la supposée faille qui aurait empêché l'accomplissement de la gigantesque tâche n'aurait par contre pas empêché l'accomplissement d'une tâche aux ambitions revues à la baisse. Si une fissure empêche de terminer l'obélisque de 1200 tonnes, il n'en reste pas moins possible de ne pas tout extraire et se contenter d'une version plus modeste, enfin disons moins grandiose. Pourquoi ont-ils tout laissé en plan sans même se demander ce qu'il aurait quand même été possible de faire en taillant sur les zones non impactées par la supposée fissure? Ça, c'est une question que je me pose. À cette question, on peut trouver deux explications. La première, le cataclysme dont nous cherchons des traces aujourd'hui s'est abattu et tout s'est arrêté.
La seconde, un peu plus pragmatique, c'est que la taille de l'obélisque et l'extraction du granit étant si facile pour les anciens, ces derniers ils se sont dit bon bah laisse tomber, tant pis c'est pas grave, on va recommencer ailleurs. Sauf que dans ce cas-là, la facilité entre guillemets n'était pas de mise, si tant est que l'on se réfère aux techniques officielles employées par les anciens, à savoir cet improbable travail d'abrasion que je détaille dans la vidéo consacrée à l'obélisque dont je vous parlais il y a quelques instants. Admettons que le travail eût été abrasif. Ok, on parle d'années entières de travail. Lors de la découverte de la faille venant tout faire capoter, difficile de les imaginer baisser les bras comme ça. Ils se seraient probablement plutôt dit que foutu pour foutu, autant essayer d'en tirer quelque chose. Pourtant, cela n'a pas été fait. Maintenant, j'aimerais vous emmener à 50 mètres environ de l'obélisque d'Assouan, autour du second obélisque inachevé d'Assouan. Plus petit, la taille et l'extraction de cet obélisque aussi ont été abandonnés. Encore une faille ou une fissure dans la roche? J'aimerais. Pourtant, non, rien de tout ça. Donc là, on a un cas légitime d'abandon, totalement inexpliqué. Et si l'histoire de la fissure trouve donc très rapidement ses limites, on peut alors se demander si les deux obélisques n'ont pas été abandonnés en même temps, pour la même raison. Si tel fut le cas, eh ben voilà, c'est ça la question, quelle en a été la cause? Dernier petit point venant conclure cette partie consacrée aux travaux interrompus, le Sérapéum de Saqqara. Sur ce site, j'en ai aussi fait une vidéo entière que vous retrouverez également dans la description. Sur une des 24 cuves souterraines du Sérapéum, il y en a une qui présente un polissage réalisé avec une sorte d'enduit. Quel est cet enduit? Cela, on ne le sait pas. Mais l'application de cet enduit a elle aussi été interrompue en plein milieu des travaux. Cela nous fait donc 3 exemples égyptiens, de nombreux exemples pasquans qui nous donnent l'impression qu'un jour, la vie s'est arrêtée brutalement sur notre planète. Est-ce possible? C'est sur ce est-ce possible que l'on conclura aujourd'hui. Lorsque l'on recoupe tout ce dont nous venons de parler, oui, c'est possible. Ce n'est pas sûr, loin de là, mais c'est une possibilité qui n'a rien de délirant et qui expliquerait une partie, de loin pas tous, mais une partie des mystères antiques qui nous passionnent et qui n'ont pas encore fini de nous surprendre et qui, aujourd'hui encore, n'ont pas trouvé de réponse fiable.